Bonjour à tous, c'est Simlef et je vais continuer ma série de vidéos qui porte sur les différents types de démocratie. Je poursuis maintenant avec les enjeux démocratiques actuels, les défis propres à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Je commence par la démocratie d'opinion. Alors, j'ai choisi une caricature pour vous illustrer un petit peu ce concept de démocratie d'opinion. Là, vous voyez des candidats. Ces candidats, ils n'ont pas de visage, ils ont des télés à la place. Comme si c'était les médias qui contribuaient à définir qui ils étaient vraiment, quelle était réellement leur identité, et comme si leur visage pouvait changer, varier, en fonction de ce que dit la télé. C'est donc une dénonciation de l'omniprésence des médias dans la démocratie, une des caractéristiques de la démocratie d'opinion. Un des premiers philosophes à parler de démocratie d'opinion est un homme qui s'appelle Habermas. Il nous dit donc l'introduction du marketing et de la communication des relations publiques en politique témoigne du glissement du citoyen au consommateur, puisqu'il consiste à établir des techniques de séduction et d'influence du comportement de l'électeur. Donc tout est là. Le citoyen est considéré comme un consommateur qu'il faut transformer en client. On utilise les techniques de marketing, de publicité, les systèmes donc d'enquête, d'études de marché pour bâtir une communication solide afin de plaire et de séduire cet électeur consommateur. Alors, plus précisément, la démocratie d'opinion, c'est quoi? C'est d'abord des candidats sans véritable programme politique, avec une idéologie particulièrement floue. Est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche? Si on prend les références françaises, généralement on ne sait pas. Ce sont des politiciens qui s'adaptent très vite à l'évolution de l'opinion publique, mesurée en permanence par les sondages, et ils vont donc adapter au coup par coup leur communication, quitte à dire l'inverse de ce qu'ils ont dit 6 mois ou un an auparavant. C'est le rôle essentiel des médias, on l'a déjà indiqué. C'est davantage de marketing politique, de publicité, de manipulation, de séduction, de démagogie, de politique spectacle. On parle aussi de pipolisation de la vie politique. La démagogie, c'est l'idée de plaire et de séduire, de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, quitte à multiplier des promesses inutiles et intenables. C'est davantage de com, c'est-à-dire d'opérations de communication. Et peut-être qu'on peut retenir la date de 2007 comme la naissance de la démocratie d'opinion en France, lors de l'élection qui a opposé Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ensuite, l'idée d'une cyberdémocratie. Donc j'ai mis un point d'interrogation quand même, mais il y a plusieurs signes qui nous montrent le début de cette cyberdémocratie. Cyber qui renvoie à tout ce qui est informatique et Internet. Premièrement, car on voit des révolutions qui se font le téléphone portable à la main, comme lors des printemps arabes en 2011, où le téléphone portable sert déjà à fixer des rendez-vous, à filmer les abus de la police et joue un rôle essentiel. Ensuite, les très nombreux tweets du président Trump, c'est-à-dire que maintenant tous les hommes politiques rédigent des messages sur les réseaux sociaux tous les jours. Et ça joue un rôle important. Tout comme des buzz, des bad buzz peuvent apparaître à ce moment-là lorsqu'ils s'expriment. C'est le vote électronique qui existe dans certains pays comme l'Estonie. C'est enfin des pays comme l'Islande qui se dotent d'une e-constitution, d'une constitution rédigée et commentée sur Internet. On voit aussi apparaître des fois des e-pétitions, des pétitions réalisées par Internet. Voilà, par cet intermédiaire, je veux dire. Là maintenant, je vais vous mettre un documentaire qui porte justement sur la e-constitution de l'Islande. Pourtant, depuis quelques mois, les Islandais sont agités, tout au moins sur le net. En effet, l'Islande doit se donner une nouvelle constitution et à cette occasion, le web célèbre la naissance de la démocratie électronique via le crowdsourcing. Rétrospective. En 2008, année de la crise financière, l'Islande fait faillite. Les Islandais renversent leur gouvernement et veulent poser les fondations d'un nouveau système social à travers une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci pour le peuple, par le peuple et sans la classe politique. Premier acte du Conseil constitutionnel, la création d'un site web, une plateforme ouverte à tous et qui permet au Conseil de se faire aider par le monde entier. Chaque nouvel article est mis en ligne et soumis à la discussion directement sur le site
sur Twitter ou sur Facebook, accueillant ainsi des suggestions parfois judicieuses. Les 25 membres du Conseil ont adopté le projet de constitution à l'unanimité. Il ne fallait négliger l'avis de personne. Nous voulions procéder de façon totalement différente, en ouvrant le débat à la population même de Reykjavik, en toute transparence. Et ça s'est révélé extrêmement fécond. Voilà, donc ce petit documentaire vous montre bien que cette constitution a été mise sur Internet, commentée sur Internet, modifiée sur Internet. Malheureusement, l'expérience est plutôt mal terminée puisque les députés islandais ont rejeté cette constitution et ont mis fin à cette expérience très originale. Enfin, pour la cyberdémocratie, il faut quand même poser une limite, à savoir que si les citoyens sont dégoûtés de la vie politique en temps normal, que ça se passe dans la réalité ou sur Internet, ils s'engageront pas forcément dans le deuxième cas par rapport au premier cas. Ensuite, la démocratie guerrière ou pacifiste, alors là c'est très simple. Vous avez une carte qui illustre la politique étrangère, la politique militaire de la France, ça, au niveau de la défense. Vous avez à droite donc et en bas des opérations militaires. Bon, l'opération Sentinelle c'est à l'intérieur de nos frontières. Par contre, l'opération Daman, Chamal et Barkhane c'est à l'extérieur de nos frontières, au Moyen-Orient et en Afrique. La France s'autorise des actions militaires en dehors de ses frontières, elle s'autorise de faire la guerre, de faire des opérations pour défendre ses intérêts. A l'inverse, c'est pas du tout le cas du Japon. L'article 9 de la Constitution du Japon est particulièrement clair. Le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre en tant que droit souverain de la nation et à la menace de l'usage de la force comme méthode de résolution des conflits. Donc le Japon s'interdit la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique. C'est tout juste s'il s'autorise à faire des opérations de maintien de la paix, des opérations humanitaires, je suis même plus précis, des opérations humanitaires et de la lutte anti-piraterie. Par exemple, dans le cas des pirates somaliens, on nous précise dans cet article de 2009, les soldats japonais pourraient faire usage de leurs armes à l'étranger pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale pour sécuriser les mers et lutter contre les pirates de Somalie. Donc là, la démocratie japonaise a renoncé à la guerre. Dernière notion importante à la mode aujourd'hui, l'idée de démocratie participative. Alors, j'ai mis quand même une définition. C'est un système intermédiaire entre la démocratie représentative et celle directe. C'est une distinction que j'ai évoquée dans ma toute première vidéo. Les citoyens sont davantage consultés par les autorités et ils participent à la prise des décisions. Et souvent, la démocratie participative, ça se fait à l'échelle locale, à l'échelle du territoire ou même à l'échelle d'un quartier. Alors, c'est ce que j'ai indiqué donc ici, notamment pour l'aménagement du territoire. Alors, comment on s'organise ? Il y a par exemple une municipalité, une commune si vous préférez, et la population locale. On met en place des conseils de quartier dans lesquels il y a des citoyens. Et ces conseils de quartier, ils participent à des réunions avec les élus ou avec les experts, les constructeurs, les aménageurs. Et les conseils de quartier participent à la prise de décision, notamment les décisions d'aménagement, si on construit une infrastructure, si on aménage un lieu, si on construit un terrain de foot, etc., ou si on prend des mesures favorables à l'environnement. Pour vous expliquer ça encore mieux, je vous ai pris un exemple à travers la ville de Rouen. C'est une vidéo promotionnelle de la commune de Rouen. La démocratie participative, comment ça marche? Moi, c'est Lucas, je suis rouennais, et je voudrais m'impliquer dans des projets pour ma ville. Je peux me présenter au conseil de mon quartier. Chaque conseiller est en place pour 3 ans. Rouen compte 12 conseils. La ville met à leur disposition un budget participatif. Avec ce budget, je peux agir sur mon cadre de vie. Par exemple, les déplacements, l'environnement, l'aménagement et la transformation de l'espace public. Avec chaque conseil, la ville élabore ainsi tout un programme. En tant que conseiller de quartier, je peux participer à des commissions thématiques. Ici, je travaille sur des thèmes qui touchent à l'ensemble du territoire rouennais. La biodiversité, la mobilité, les livres en partage.
Je covalide avec les élus, les services de la ville, les acteurs du territoire et des experts. Je peux aussi m'impliquer dans une commission de secteur. Rouen est divisé en 4 secteurs. Dans chacun de ces secteurs, les conseillers peuvent se réunir pour coélaborer des projets. Voilà, donc cette vidéo vous a précisé ce qu'était la démocratie participative à Rouen. Vous voyez bien qu'on parle de codécision entre les citoyens et les élus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.